Bienvenue dans Drop In, le podcast qui parle de compétition avec les personnes qui la font. L'objectif de ce podcast, c'est de revenir ensemble dans les insights des plus grandes compétitions, que ce soit dans tous les sports du fitness fonctionnel connu, c'est-à-dire le crossfit, l'aerox, le strongman, le power ou l'haltérophilie. Et aujourd'hui, on repart faire de l'aerox. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé galoper ces fameux 8 km. Et avec une athlète, évidemment, qui sort un peu des sentiers battus de ce qu'on peut voir chez les pros d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois une championne toute particulière, parce que déjà très forte, ça c'est le lot de tous les champions en règle générale, mais avec une carrière militaire, en aérox aussi, en OCR, et un discours, moi, on va y revenir, mais qui m'a pas mal touché, et que j'ai trouvé qui changeait un peu des aéroxeurs aujourd'hui, en tout cas des champions en aérox. Angélique Chatano est avec moi. Salut Angélique. Alors, Angélique Chetano. J'ai dit Chatano, et en plus je l'ai noté, tu vois, je suis vraiment... C'est pas grave, t'inquiète, tout le monde fait l'erreur. C'est C-H-E-T-A-N-A-U, mais il n'y a pas de souci. Je te Ah, comprends. je montrerai. Faudrait que je montre. Attends, je vais montrer mes notes à la caméra. En plus, merde, ça le met pas. Il n'y aura pas de preuve. J'avais écrit Chotano, j'ai dit Chatano. Oh, qu'est-ce que je suis pas bon. Bon, ça va bien, Angélique. Tu as droit à une erreur dans le podcast, une seule. Eh merde. J'ai déjà pris mon compte. Non, après, c'est un peu d'habitude de faire des erreurs pour moi. C'est plus rigolo et au moins, moi, j'en rigole. J'assume. Euh, Bon, avant de commencer, dans Drop-In, on a une habitude, ça s'appelle l'AMREP. Pour ceux qui découvriraient le podcast avec toi, je vais leur expliquer. En CrossFit, moi qui viens du CrossFit, on a un type d'entraînement qui s'appelle un AMRAP. Le but, c'est de faire un maximum de répétitions dans un temps imparti. Bah là, c'est la même chose. Je te donne 1 minute, Angélique, pour faire un maximum de réponses à toutes mes questions. Est-ce que tu es prête? Prête. Je viens de boire une gorgée de café, c'est bon. Allez, c'est parti. Euh, Première question, ça se pose pas trop d'habitude, mais quel âge as-tu? 39 ans. 39. Ça fait combien de temps que tu fais du sport de façon générale? Ça va faire 20 ans. 20 ans. Ah ouais, d'accord, ok. T'as fait d'autres sports avant l'Irox? Ouais, j'ai fait de la course à obstacles, un peu de triathlon, un peu de crossfit, de la course à pied. Ouais, bah t'as touché à tout, quoi. C'est quoi ton rythme d'entraînement? Combien de fois par semaine ou même par jour? Je m'entraîne 6 jours sur 7 et parfois 2 fois par jour. Ah ouais, ça fait un sacré rythme. T'as une salle où tu t'entraînes, où les gens pourraient te voir ou... J'avais une salle de CrossFit avant, maintenant je Ouais, suis dans les salles On Air et Fitness Park. d'accord. Euh, tu vis de la course à obstacles, de l'Irox aujourd'hui? Et j'ai essayé pendant un an Ouais, et c'est une vraie pression, donc maintenant non, j'ai un vrai travail. ok. C'est quoi ta station préférée en Irox? Je te laisse y répondre. Ma station préférée, Farmer Carry. Ah ouais. Mais alors, je t'ai vu passer en Farmer Carry une fois. Ah, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas, ça envoie. Je peux vous comprendre. Bon, évidemment, j'ai envie de te la poser parce que j'ai demandé la préférée. Je suis obligé de te demander aussi celle que tu détestes, évidemment. Celle que je déteste, c'est difficile parce que j'en déteste pas vraiment, mais celle Ouais, qui met le plus dans le dur. ouais. euh, alors, si j'aime pas le ski erg, mais celle qui met le plus dans le dur, c'est le sled push. Ah. Et c'est con parce que c'est quand même ceux qui arrivent en premier. Ouais, mais une fois que c'est terminé, tu te dis, ah, mais c'est bon, ça y est, C'est vrai. la course C'est vrai que t'as tout le reste de la course pour kiffer après. C'est est. vrai que c'est un peu mieux. Ok, donc c'est bien parce que moi j'aime bien poser ces questions-là parce que ça permet aux gens qui écoutent le podcast aussi de se référer un peu, de se rendre compte que finalement, même les champions, c'est tous les mêmes, hein, on est tous des humains et qu'on a tous nos stations qu'on aime bien. Euh, donc tu le disais tout à l'heure, tu viens de la course à obstacles, t'en as fait pendant combien d'années? Eh bien, écoute, 2015, donc ça fait 10 ans. Et Ça je fait suis 10 ans. toujours en équipe de France de Mais course obstacle. c'est ce que j'allais dire sur ton profil Instagram, on le voit, tu t'es toujours à faire de la course à obstacles en même temps que de l'aérox. Il y aurait beaucoup de gens qui auraient choisi entre les deux. Toi, tu peux pas choisir finalement, j'ai l'impression. Ouais, alors c'est vrai que qu'il y en a qui ont choisi, hein, notre meilleure française qui était Jésabelle, qui est maintenant notre meilleure française Aerox, était sur les courses à obstacles aussi avant, elle a choisi. Moi j'aime bien, ouais, moi j'essaye, j'en fais moins, mais c'est vrai que j'aime bien toucher à tout, quitte à
pas être excellente, mais voilà, faut que ça reste pour moi quelque chose dans lequel je m'amuse. Et la course à obstacles, c'est un concept qui me vient de l'armée et que j'ai toujours adoré, donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à lâcher. Mais c'est ce que j'allais dire parce que toi, tu as fait l'armée avant. Est-ce que c'est bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais finalement, la course à obstacles, c'est un peu le sport transition tout trouvé en sortant de l'armée? Ah non, mais totalement, totalement. Puis, alors, c'était pas forcément en sortant, hein, même quand j'étais dans l'armée, j'en ai fait, j'en faisais, parce que j'ai découvert qu'il y avait des compétitions qui existaient de ce qu'on me demandait de faire, bah voilà, le parcours du combattant. Je trouvais ça génial, en fait. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah, après, c'est vrai que franchement, les courses à obstacles, c'est génial. Moi, j'en ai fait, j'ai fait des Spartans, j'ai fait tout ça. Ah, franchement, tu prends un kiff. Le mieux, c'est de le faire avec des amis. Tu fais ça en en équipe avec tes potes. Bon, toi, tu fais ça à un autre niveau aussi, là. Tu plus le temps de voir tes amis. Non, 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 vraiment, c'est vrai qu'il y a ce côté ludique, en fait. Parce que moi, j'aime la compétition, donc c'est vrai que quand je prends une ligne de départ, ça va être pour gagner ou faire de mon mieux, tu vois, mais Euh, le faire en équipe, on a eu des courses OCR en équipe compétitives qui étaient super, ou même juste comme ça avec ma famille. Je me souviens, j'en avais fait une avec ma sœur. Et j'étais blessée à cette époque, donc c'était parfait parce qu'elle n'était pas vraiment. Enfin, j'ai deux sœurs, mais j'en ai une qui est un peu moins sportive. J'en ai un souvenir incroyable, hein, vraiment, les courses à obstacles. Quand tu le fais pour faire découvrir, c'est quelque chose d'assez, de très très fun et je conseille vraiment beaucoup d'essayer. Là, tu touches un peu, ce que j'ai dit en intro. Je disais que tu étais, une des athlètes avec un discours un peu différent des autres Aeroxers. Quand tu interroges aujourd'hui un Aeroxer, un champion, quelqu'un qui veut performer en Aerox, ils ont tous ce même discours de, «Je suis là pour la perf», c'est beaucoup de performance, de score, d'amélioration de leur technique. Toi, tu as un discours qui m'a beaucoup touché puisque, tu dis notamment que, le solo, le relais, tout ça, c'est des formats que toi, t'adores pour partager, pour faire découvrir aux gens. J'ai l'impression qu'en fait, tu es la meilleure ambassadrice Aerox qui existe, puisque tu as envie de faire découvrir aux gens et tu adores ça, faire des courses pour montrer, ouais, comme je disais avant, faire découvrir, en fait, finalement. T'aimes ça, montrer aux autres ce que c'est ton sport, quoi. Ben ouais, ouais, j'adore déjà parce que j'aime beaucoup le concept. Par exemple, Irox, je trouve que c'est un sport vraiment génial qui s'adapte à vraiment tout le monde. Et j'aime surtout partager. Après, j'aime que les gens découvrent qu'ils n'ont pas les limites qu'ils pensent avoir, tu vois. C'est Mm. vraiment toujours un peu, ah toi tu fais ça, non mais moi j'y arriverai jamais, moi je m'entraîne pas. Ouais, mais tu vois, faut y toucher du doigt, faut voir qu'en fait c'est un concept qui est vraiment assez, c'est fait pour ça, hein. De toute façon ils l'ont annoncé, c'est une course pour tout le monde. Évidemment, si tu veux pas souffrir, si tu veux prendre du plaisir, faut être un minimum entraîné. Mais comme quoi les concepts qu'ils ont créés, là, les binômes et les relais, ça te donne vraiment envie, ça te montre vraiment de quoi tu es capable. J'ai fait un relais là récemment avec ma sœur, qui est du coup moins sportive, ma cousine, elles veulent s'inscrire au prochain. Tu vois, c'est parce que c'est génial, parce que ça te donne vraiment l'impression d'être un compétiteur en ne l'étant pas vraiment. Tu es un monsieur, madame, tout le monde, tu es sur le floor, tu as l'impression vraiment d'être un athlète, c'est ça qui est génial. Mm. Ouais, t'as raison, surtout qu'en plus, bah, les compétitions Aerox, c'est souvent des belles compétitions à chaque fois, c'est très bien organisé, c'est vraiment des conditions de top, compète. C'est pas, je veux dire, les compétitions dans les petites salles de quartier ou des choses comme ça que certains ont pu connaître au tout départ. Là, c'est vraiment des grosses organisations qui peuvent impressionner. Quand tu as le temps de pouvoir les apprécier et de les regarder et d'apprécier ton moment, c'est mieux. C'est vrai qu'un solo, quand tu démarres, tu pas vraiment le temps, d'apprécier ce qui se passe. Ouais, t'as pas le temps, et puis, faut être honnête, hein, à part si t'es extrêmement bien entraîné et que tu cherches pas à faire la perf de ta vie, tu prends pas un plaisir intense sur le moment, hein. Ouais, C'est sûr que si tu même cherches à faire un sport pour prendre du plaisir, il faut pas commencer par un solo, à moins que tu sois un peu un maso, mais sinon.
Oui. Oui, oui, ou quelqu'un avec énormément d'ego aussi, notamment, on pourrait en parler. Bon et du coup, je t'ai pas posé cette question, mais tu as commencé par la course à obstacles et tu arrives sur l'Aerox un peu plus tard. Quand est-ce que tu as découvert l'Aerox? Alors, en fait, c'était pendant la période, juste avant la période Covid. OK. Moi, j'étais inscrite dans une salle de CrossFit et j'avais découvert, je suivais Hunter McIntyre, qui était un ancien athlète Spartan. Mmh. Et voilà, il faisait pas mal de contenu sur ce nouveau sport qui était très présent du coup à l'époque en Allemagne et aux États-Unis déjà, qui arrivait après plus tard en Espagne. Et je me suis dit, ah, ça a l'air vachement sympa. Moi, j'aime bien tous les sports combinés. Tu vois, j'ai essayé le triathlon, le swimrun, le bike and run. Enfin, et là, je me suis dit, ah ouais, c'est cool, ça met un petit peu de crossfit, en sachant que j'ai fait du crossfit parce que j'étais inscrite dans une salle. Mais c'est vrai que tout ce qui était gym et haltéro, même si j'adore, j'étais mauvaise, quoi, tu vois. Donc, Ouais. je cherchais quelque chose dans lequel je pouvais, j'aime quand même performer, dans lequel je pouvais être bonne. Et donc j'ai commencé à ma salle de CrossFit à faire des burpees broad jump. Les coachs me regardaient, tu vois, du genre, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ouais, c'était vraiment marrant les débuts. Et le Covid est arrivé et ils ont fait une compétition en ligne. Euh, OK. C'était Hunter qui avait organisé ça. Ça s'appelait, c'était marrant, ça s'appelait OCR Star, mais c'était vraiment un format un peu type Hyrox. Et du coup, j'avais fait cette compète et je m'étais pas trop mal classée. Je m'étais dit, vas-y, ouais, ça peut être sympa. Et vraiment, en sortie de Covid, je crois que ma première course, je l'ai faite en Espagne. Ça devait être Bilbao ou Valence. Et OK. j'ai adoré, j'ai adoré, vraiment. Je me suis dit, oui, il y a un truc à faire. Et en plus de ça, je suis arrivée, j'ai pas fait une première solo pro, hein. Je me mets tout de suite une balle dans le pied. Et finalement, j'avais pas fait un temps si dégueu, j'avais dû faire 1h18. Et ouais, ouais, je me suis dit, bon, bah vas-y, feu, on va s'entraîner vraiment sérieusement pour ça, quoi. Ouais et 1h18 en premier solo pro? Ouais, Effectivement, c'est quand même ouais, pas ouais, oui, dégueu. je m'étais quand même, j'étais pas arrivée les mains dans les poches, hein, et puis Évidemment. mais je me suis dit, bah, ça peut que s'améliorer. En plus, j'avais vachement bien vécu ma course. J'avais pas souffert. J'étais pas arrivée en me disant, comme ça peut encore m'arriver, ou ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, putain, Mmh. pourquoi je fais ça, quoi, tu vois. Là, j'avais vraiment pris du plaisir. Donc, je m'étais dit, allez, bingo, banco, on va rajouter ça sur la liste du calendrier, là. On va regarder les prochaines. Ouais, alors vous imaginez le calendrier d'Angélique à cette période, des courses OCR, l'équipe de France potentiellement. Tu étais déjà en équipe de France quand tu découvres, l'Aerox Non, ou pas du tout? non, non, pas encore. Non, non. Parce Donc qu'le elle n'existait pas encore, ça n'existait pas en France, hein. OK. Mais du coup, le pire est à venir parce que vous imaginez bien que quand elle a dû cumuler les 2, l'agenda devait être un peu compliqué, évidemment. Dur parfois de faire des sélections, hein, c'est vrai. Mais du coup, ouais, c'est tu le disais dans une interview aussi, pareil, pour bien remplir l'agenda, quand tu pars en vacances, faut qu'il y ait une course pas trop loin, sinon pour toi, c'est pas rentable. C'est toujours le cas aujourd'hui? Ouais, alors, peut-être oui, je vais te dire oui. Peut-être que pour mon partenaire, je vais faire des efforts, mais bon, quoi qu'il est sportif aussi, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aller dans parce qu'en fait, il y a tellement d'endroits, par exemple, sur les courses à obstacles, les Spartans, il y avait énormément, d'endroits, un peu, on va dire, exotiques. Je suis allée beaucoup en Asie, c'est là-bas que j'ai découvert, le Moyen-Orient. C'était mes premières fois sur Dubaï, Bahreïn ou les choses comme ça, donc il y a tellement de destinations que je me dis: «Voilà, c'est des endroits peut-être où je serais pas allée si j'avais pas trouvé la compétition». Mmh. Du coup, je me dis: «Bon, bah, voilà, on cumule 2 plaisirs». Moi, j'adore le voyage, j'adore la compète, donc pourquoi pas? Après, c'est vrai que s'il faut partir faire le GR20, je vais peut-être pas me mettre voilà, un truc au milieu, mais en général, si, si, c'est toujours un peu c'est un peu l'idée. Voilà. Mais, alors du coup, avec tous ces pays que tu as visités, d'Asie, de Moyen-Orient, comme tu disais, c'est quoi, là on va faire un peu notre tourisme de sportif. C'est quoi la plus belle compétition que tu aies pu faire, dans tous ces pays-là? Peut-être même que cette plus belle compétition que tu aies faite, elle est en France? Ouais, on en a des très belles en France. On en a des très belles en France. En France, on a.
La Spartan Race de Morzine. Morzine est juste c'est Ouais. magnifique, vraiment magnifique, hein. Euh, que vous soyez un novice ou un confirmé, c'est une destination que je conseille parce que ça fait des années qu'elle existe, elle est très très bien organisée cette course et elle est magnifique, vraiment magnifique. Mais sinon, pour moi, il y a, ouais, on va dire la Suède. La Suède, j'ai adoré ma course en Suède. C'était à, je sais pas comment on le prononce, Åre, euh, en, en décembre, dans la neige. C'est une Waouh. station de ski. C'était 24 heures de course à obstacles, 24 heures non-stop. Et on avait un crew, moi j'avais ma sœur, mes parents qui étaient là pour en fait t'aider dans tes transitions, parce que c'était une boucle à l'infini que tu refaisais, tu refaisais. Ok. Au-delà du fait que c'était une course incroyable, parce que c'était en famille, j'avais un support et tout, c'était vraiment un super beau souvenir. L'endroit était vraiment magnifique. J'ai adoré la neige en Suède. La station de ski était vraiment, vraiment magnifique. Pas d'aurore boréale, j'aurais bien aimé, mais ça aurait été la cerise sur le gâteau. Ça a été incroyable. Et dans le versant vraiment opposé, la course dans le désert, hein, oui, d'Abu Dhabi, qui est vraiment magnifique. Alors, pas celle qu'ils font encore actuellement, mais la toute première qu'ils avaient faite, je me souviens plus du nom du désert, c'est très particulier, mais c'est un désert qui est orange, un sable qui est vraiment, vraiment orange, c'est perte de vue de dunes, c'est presque flippant à un moment donné, tu te Ah demandes ouais? s'il y a s'il y a de la vie quelque part, quoi. Vraiment, mais magnifique, magnifique, vraiment. Ah ouais, donc c'est vrai que là, tu passes un peu du coq à l'âne entre les Vraiment montagnes des suédoises. opposés, mais à la fois ouais, le désert est vraiment quelque chose d'assez prenant, je trouve. Bah, alors moi, je te comprends totalement puisque un de mes plus belles compétitions que j'ai pu voir, c'était pareil en CrossFit au Dubaï, Fitness. Ils Ouais, les avaient fait j'ai- courir aussi dans le désert, ça donnait des images exceptionnelles, c'était génial. Donc ouais. je peux comprendre et beaucoup de crossfitters avaient dit: «Mais c'était trop cool de faire ça». Horrible sur le moment, trop cool de faire ça. J'étais allée les voir, les CrossFit à Dubaï, 2 années de suite. Ah ouais! Ouais, ouais. Putain, ça avait l'air d'être bien. Là, c'est un peu retombé, j'ai l'impression que c'est un peu moins bien ces derniers temps, Ouais. mais à une époque, CrossFit, c'était de vraiment manière génial. générale, est un peu. On en parle un peu moins que l'Irox, hein. Maintenant, l'Irox a vraiment explosé. Ouais, Mais ouais, ils avaient fait des belles compètes à Dubaï, hein, pour les CrossFit. ouais, ils ont pas mal d'idées, puis ils ont aussi mine de rien, un pays qui s'y Ils ont prête pour faire des choses qui changent des par moyens, rapport aux autres des moyens financiers pour faire de très beaux événements. Mm. et il y a ça aussi, n'en parlons pas. Bon bref, donc sur ces courses-là, d'ailleurs, moi, j'aimerais revenir sur un truc, tu as parlé, de celle en Suède, 24 heures. J'ai l'impression que les pays nordiques, ils ont plein de courses, pardon, je vais le dire, débiles comme ça, 24 heures sous la nuit, des 48 heures à courir aussi. J'ai vu des trails, des ultra trails monstrueux. C'est la terre de souffrance en fait. Pour tous les sportifs qui veulent pousser encore plus leur sport, c'est là-bas que ça se fait quoi. Ouais, c'est vrai que non mais c'est vrai qu'ils aiment bien en général les pays où il y a des climats un peu dégueux, Ouais. où il y a des conditions assez difficiles, et eux ils aiment bien s'en rajouter. Ouais, j'avoue, c'est vrai que c'est souvent là-bas que tu peux vraiment te faire mal. Ouais. Et tu vois, je savais pas qu'il y avait ça pour l'OCR, un truc de ce type. Je connaissais pour les ultra trails. Là, tu m'as fait découvrir un truc en plus. Super, hein, moi, c'est encore des pays que je vais éviter à cette époque de l'année, évidemment. Heu, plus sérieusement, je voudrais revenir sur un sujet un peu sérieux dont tu avais parlé sur une interview avec Extraterrien. On en a parlé avant de commencer l'interview. Je sais que tu avais fait un podcast, donc je vous invite à aller l'écouter, il est vraiment très bien. Tu parles d'une malformation au cœur, si je dis pas de bêtises, ou en tout Ouais, cas un problème cardiaque. ouais, ouais. C'est toujours d'actualité aujourd'hui? C'est toujours d'actualité parce que j'avais dû. En gros, j'ai une maladie de Bouvray, donc c'est une maladie où tu as des circuits électriques, le signal électrique du cœur qui est bah, j'en ai en plus, donc Ouais. il suit pas le schéma classique. Donc parfois, quand il déconne, je peux me retrouver en tachycardie et Oh vraiment non. être. Et quand j'étais plus jeune, ça durait des heures, hein, vraiment,
Il n'y a pas un risque imminent vital, mais ça fatigue énormément. Mmh. Et avec les années, plus en fait on prend de l'âge, mieux on aime que notre cœur soit stable, qu'il Mmh. ait un rythme assez stable et surtout hors compétition, qui partent pas comme ça en couille. J'avais fait une opération qui a pas réussi, donc j'ai toujours mes petits circuits, voilà, j'ai toujours un petit truc en plus. Mais écoute, ça me pose pas de problème. Ça m'a posé un problème une seule fois en début de compétition, je m'en souviens. Et ça a été très compliqué. J'ai vraiment cru que j'allais pas prendre le départ parce que j'étais vraiment mal d'avoir de la tachycardie et de devoir fournir par-dessus un effort. Parce qu'en plus de ça, c'est vraiment des battements qui sont pas très efficaces, hein. Ça part vraiment un Mmh. peu en... Donc, mais sinon, non, j'en ai rarement quand je fais du sport, rarement quand je m'entraîne. Mais c'est un truc qu'il faut que je surveille. Tu vois, là bientôt les 40, je me suis dit, il faudrait que je refasse un petit tour chez mon cardiologue quand même, parce que Ouais. c'est vrai que j'ai complètement occulté tout ça. J'ai eu la maladie qui a été prise en charge quand j'étais très jeune. Et après, comme ça m'embêtait plus, j'ai vraiment plus du tout suivi le truc. Alors, même si je fais voilà, des contrôles classiques, Mmh. électrocardiogramme classique, mais on voit rien sur un électrocardiogramme, hein, clairement, quand je suis pas en crise. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je m'en inquiète. Merci de me le rappeler. Non, alors déjà, c'était pas l'objectif, Ouais. mais c'est vrai que toujours, enfin moi, c'est des trucs qui font un peu peur. Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs, notamment, je sais que ça arrivait beaucoup dans le monde du foot récemment, où des sportifs ont dû complètement arrêter leur carrière parce que malformation cardiaque de naissance, des fois pas décelée, des fois décelée aussi, qui malheureusement arrivent à une limite. Moi, je me suis demandé, t'as jamais eu un médecin qui t'a dit, là, le sport, c'est mort en fait, vous devez arrêter? Ah si, mais je vais même te dire pire, c'est-à-dire que euh, bon, c'est une maladie. Si mes cardiologues militaires l'avaient vu, ils m'auraient pas, je ne serais pas Ah, engagée, hein. tu été réformé? Ouais, ah ouais. Ah Donc, ouais. mais en soi, c'est pas quelque chose finalement de. Je vais pas faire un arrêt cardiaque, c'est Oui. direct pendant une compétition, tu vois. Donc, sur le long terme, encore une fois, et c'est vraiment quand tu prends de l'âge que cette maladie, elle devient, il faut la gérer, Mmh. parce que le cœur, il n'aime pas que ce soit instable comme ça. Plus tu vieillis, ben, en fait, plus ça fatigue ton cœur Mmh. d'avoir des crises de tachycardie. Mais sinon, non, franchement, mon cardiologue de l'époque était vraiment un mec qui était calé, m'avait toujours dit non, tu peux faire du sport, tu peux avoir une vie normale, il faut juste avoir un bon suivi. Mmh. C'est ce que j'ai évidemment. Évidemment, évidemment. Non, mais tu vois, c'est bien de le savoir et puis peut-être même que, pour faire avancer la science, on ne sait pas, peut-être que Engia fera avancer la science. Peut-être que quelqu'un qui est surentraîné, qui fait beaucoup de championnats, qui fait beaucoup de sport, qui fait beaucoup de compétitions, finalement, ça peut aider aussi à réduire les symptômes de cette maladie. Ça, on le verra, peut-être avec le temps, mais en tout cas, je te le souhaite parce que c'est pas rigolo quand même. Oui, oui, Pourquoi je rigole? C'est pas surtout, rigolo. encore une fois, bon, à part des malformations cardiaques vraiment très importantes, faire du sport, c'est quand même bon pour la santé, hein. Alors, Bah oui. dans des proportions qu'elles soient raisonnées, mais oui, bouger, c'est très important. Donc, il ne faut pas, parce qu'on a un petit problème cardiaque, il ne faut pas bouger. Au contraire, il faut bouger. D'ailleurs, je me demandais, parce que ça doit être en lien, je sais que tu avais adapté ton alimentation à une époque, en tout cas, tu avais arrêté de manger de la viande. Est-ce que c'était lié avec, cette malformation du cœur ou à côté rien du tout finalement, ça n'avait rien à voir? Et quels sont aujourd'hui, si, tu le fais toujours, les bénéfices de cette alimentation-là? Alors, j'ai pas du tout arrêté pour ce but-là, parce que clairement, c'est un problème qui est physiologique, donc Tu mon pourras pas le médecin changer, quoi. n'y change rien. Mmh. Mais j'avais quand même arrêté dans un but de tester au niveau de la performance ce que ça faisait de ne plus consommer des protéines animales, qui sont des protéines qui sont lourdes à dégrader pour l'organisme, qui prennent beaucoup d'énergie. Donc voilà, je voulais voir un peu ce que ça donnait de ce point de vue-là. Et mon expérience qui avait été vraiment extrême, hein, j'étais passée vraiment d'une alimentation moi, j'étais une carnivore, j'aimais ma viande bleue, je pouvais en manger
Disons que j'en avais pas besoin. Si j'en mangeais pas, ça allait, mais s'il y en avait, j'y allais, hein. Clairement, une bonne côte de bœuf, c'était mon truc. À rien et vraiment rien, en protéines animales et quasiment une alimentation, frugivore parce que j'étais, sur Tenerife avec, des amis qui sont eux-mêmes, frugivores et qui le Mhm, font depuis des années, qui sont champions, de raid aventure. Comme quoi voilà, ça ne avait au niveau de la performance chez eux, ça avait très bien fonctionné. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très individuel, c'est des choses qu'il faut vraiment tester sur soi. Il y a des choses qui vous conviennent pas. J'ai pas tout gardé. Aujourd'hui, je mange pas que des fruits parce que je vis dans un pays où le climat me permet pas d'avoir une diversité de fruits de saison qui est convenable. Parce que socialement, j'aime pouvoir voilà, être invitée chez des amis et il y a vraiment une question aussi de lien social, hein. C'est très compliqué quand tu as une alimentation qui est très restrictive. Et parce que finalement, voilà, moi, ça ne me convenait pas. Enfin, je suis allée chercher quelque chose qui me permet d'être très performante. Parce que j'ai toujours aimé manger, j'aime manger, donc je veux quand même prendre du plaisir quand je mange. Mais à la fois aujourd'hui, je prends plus de plaisir à manger des animaux. Voilà. mm. Là, quand c'est quelque chose maintenant qui pour moi a du sens. Je l'ai testé pour la performance. Maintenant, ça a du sens. Tout ce qu'on voit, la surconsommation, la souffrance animale, voilà. Donc c'est des choses. Je veux être dans une logique. C'est tout. Faut que ce soit logique. Il ne faut pas que je le fasse parce que j'ai vu qu'un tel et un tel ça marchait sur eux. Donc j'ai testé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, voilà, je suis revenue à des choses qui sont pour moi gérables, plus faciles, mais il n'y a plus de protéines animales. Alors, et je vais mettre quand même un bémol, je mange encore parfois du poisson. D'accord. Mais ça aussi, j'essaye vraiment de limiter la quantité. Et je suis vraiment, comme je suis infirmière, je fais des bilans sanguins réguliers pour voir un peu si ce que je fais, c'est bien, voilà, si j'ai des Mm. carences, je suis mes coups de fatigue, et en fonction, j'adapte toujours mon alimentation, mais j'essaye d'avoir un truc qui est logique et pour performer et pour ma santé et surtout pour garder le plaisir, voilà, de manger parce que ça reste un plaisir. Ouais, bah oui, oui, tu m'étonnes. Et puis, du coup, j'allais te demander pour que les gens ils se rendent un peu compte de ce que tu manges. C'est quoi une journée type dans l'assiette d'Angélique Alors ça Chotano? va dépendre, par exemple, bah, les jours où je travaille, je commence à 8 heures, je vais pas prendre de petit déj. Moi, D'accord. je fais un jeûne intermittent le matin. Donc ma pause déjeuner, elle est à 14 heures. Et à 14 heures, je vais partir sur un plat donc avec beaucoup de légumes, céréales diverses. Donc ça peut être boulgour, ça peut être petit épeautre, ça peut être semoule, parfois ça va être du riz, des pâtes complètes ou même des Mmh. pâtes classiques, hein. Euh, je vais avoir de la protéine parce que je mange toujours des œufs, donc je vais avoir voilà, un apport en œufs. Soit ça va être le midi voilà, vais me prendre une portion, bah, du coup de poisson, ça peut arriver. Euh, mais toujours des choses, j'essaye de faire des plats de saison avec Mmh. des légumes, beaucoup de légumineuses aussi. Voilà. Et puis après, je vais avoir une collation, donc ça, je vais prendre en général, banane, lait d'avoine, beurre de cacahuète en shaker, ça c'est nickel, ça passe tout seul. Hop, je m'entraîne et puis le soir, ça va être plus light. Toujours beaucoup de légumes. J'essaye toujours de mettre pas mal d'œufs. Pour moi, c'est ma source de protéines. Mmh. Mais voilà, pareil, je prends pas les œufs hors sol, hein, il faut que ce soit. Voilà, c'est toujours. J'essaye, je sais encore une fois que les œufs, c'est pas parfait, mais j'essaye de faire au mieux, et tout en préservant ma santé et en essayant d'être performante. Donc voilà, la protéine, j'en ai quand même besoin. On en trouve partout, c'est vrai que c'est une hérésie de se dire que la protéine, il n'y en a que dans la viande. Mais voilà, je pourrais en trouver sans manger d'œufs. J'ai choisi de manger des œufs quand même. Voilà. OK. Non, mais c'est bien, c'est honnête. Et
Bah, va falloir t'affilier au fermier du coin, parce que là, au moins, tu seras sûr qu'elles seront nickel ou Ouais, en tout cas après, un peu mieux. vraiment, effectivement, mais le fermier du coin, moi, je suis en région parisienne, c'est jamais très, Ouais, ouais, si, je comprends. il y a moins le choix avec les fermiers du coin, même s'il y a, hein, mais hem, j'essaye de faire attention quand j'achète mes œufs. C'est très important pour moi. Ouais, OK, ouais, c'est bien. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce que tu nous racontes. Ça permet aussi d'avoir une autre vision, parce que moi, je reçois beaucoup de compétiteurs, donc évidemment, bon, bah, des gros mangeurs, déjà, pour, con pour tenir l'intensité et puis, en plus de ça, des gros mangeurs de viande, donc j'aime bien aussi, des fois, de temps en temps, en parler quand il y a quelqu'un qui maîtrise bien son sujet et qui le fait depuis longtemps. Mais Je trouve ça bien d'en parler. dans le crossfit, il y en a un qui maîtrise extrêmement bien le sujet, c'est Steph Osanga, hein. Ouais, j'adorerais l'avoir, mais il me répond pas, Steph. J'adorerais l'avoir, franchement. Et lui, je peux te dire que quand tu regardes son Insta qui te met ses plats, c'est pas boring, hein. Ah ouais, non. C'est Ah vraiment, non, il est incroyable. puis vu l'athlète, tu vois bien que c'est pas de manger de la viande qui fait que tu as des muscles et des abdos, hein. Ah ouais, non, 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 c'est clair. Steph Osanga, un monstre. Ouais, Faudrait qu'un jour j'arrive à l'avoir. Faut que je le ouais. chope en Et c'est compétition pour lui dire. extrêmement gentil, hein. Vraiment. Ah ouais, exceptionnel. Exceptionnel. Il était au Mayenne il y a pas longtemps, il était encore en élite, il était trop costaud. Donc voilà, justement, c'est pour ça que j'aime bien mettre ça en avant aussi parce que je trouve ça génial. Et un autre truc que je trouve génial, et je sais pas si tu le fais toujours, mais tu disais dans cette même interview que tu buvais de l'eau de mer. Ouais. Mm, mm. C'est toujours le cas? Ouais, c'est toujours le cas. Alors, parfois, c'est un peu plus compliqué de s'en procurer. Procuré. Mais oui, oui, l'eau de mer, c'est vrai que ça reste pour moi, c'est une des choses que j'ai gardées parce que Ouais. c'est des choses qui sont très simples et c'est des choses qui font beaucoup de bien et, et qui sont faciles en fait. Ça demande pas Mm. vraiment de. Voilà, c'est tout. Tu t'achètes ton eau de mer, le rends la boisson isotonique avec de l'eau. Donc, bon, il faut essayer d'avoir une eau qui est quand même. Si t'as un filtre au charbon, c'est encore mieux. Et puis, moi, j'aime bien mettre la citronnée parce que j'aime bien le goût. Et voilà. C'est la boisson, tu peux en boire voilà, à volonté. Ça réhydrate. C'est plein de, de bons. Voilà, j'ai perdu. Minéraux? Mais voilà, exactement. Merci, merci, Je t'en merci. prie. C'est plein de minéraux. Euh, c'est vraiment une boisson. Voilà, c'est la vie, quoi. Clairement. C'est C'est une c'est question de top. route. Il faut y aller. C'est top. C'est bien de le dire. C'est pour tous les fans de Perrier Citron. Et ben voilà, troquer contre de l'eau de mer. Alors, il manquera Ça un vous peu, mais le Ouais, côté salé iodé apportera une. exactement. Exactement. Vous aurez des découvertes en plus. Non, mais pour le coup, c'est très intéressant parce que, tu vois, moi, je savais pas, je connaissais pas. Et c'est vraiment en écoutant ton interview que j'ai découvert ça. Je savais pas que ça pouvait se boire l'eau de mer. J'en ai des très mauvais souvenirs, moi qui fais un peu de surf à côté. Donc, quand je bois la tasse en règle générale, c'est que c'est pas très bon. C'est sûr. Non, c'est sûr. Mais, Ça aussi, je le tiens de mes amis qui sont à Tenerife et qui ont testé beaucoup de choses. Et pour le coup, des choses que j'ai pas du tout gardées, hein, parce qu'il y a vraiment de tout. Mais là, ça, c'était vraiment génial, hein. Vraiment, vraiment, on partait à jeun, on faisait notre footing, enfin notre séance de run, 1 heure, 2 heures. On revenait, c'était eau de mer, jus de citron, et c'est la vie, quoi. Vraiment, ça fait un et, bien. et- et moi, j'ai une question parce que tu parlais de jeûne intermittent. Moi, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai essayé de mettre en place, notamment dans mon alimentation, essayer d'arrêter de petit déjeuner. Sauf que moi, je m'entraîne le matin. Est-ce qu'on peut aller s'entraîner à jeun en CrossFit, notamment? Toi qui as fait les deux, tu vas peut-être savoir me dire. Parce que sur de la course à pied, ça j'ai déjà fait à jeun, ça va, ça, je pas de souci. Mais aller m'entraîner, des fois j'ai l'impression d'être un peu moins bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles, toi qui le fais quasiment tous les jours? Mais c'est quelque chose que je conseille quand tu y es habitué. Ah, tu peux Ouais. pas comme ça commencer d'un coup. C'est ton premier jour de jeûne intermittent et hop, tu vas te balancer une séance de CrossFit de barjo. Ah, là, tu vas peut-être mal te sentir. C'est sûr que c'est. Il y a deux choses, il y a deux facteurs. Il y a le fait de s'habituer Mhm. et il y a aussi des gens à qui ça conviendra pas. C'est tout. C'est Mm. vraiment, c'est très personnel. Pour les femmes, il y a des périodes en fonction du cycle où c'est moins conseillé d'être sur du jeûne. Voilà, il faut vraiment respecter son rythme, son organisme, comment tu te sens.
Moi, je m'impose pas un jeûne tous les matins. Il y a les matins où je me réveille, je sais pas, mon repas de la veille était vraiment très light. Je sens que je me dis, je vais être un peu juste niveau énergie. Là, je finis qu'à 14 heures. Il faut que, ben voilà, faut que je tienne toute la matinée. Ou j'ai un gros training et je me dis, je sens que ça va être un peu limite. Hmm. Je me dis pas, ah non, ah non, non, Angélique, là, tu peux pas casser ton jeûne. Vraiment, j'adapte. Donc il faut tester en fait, il faut tester Ouais. et il y a différentes fenêtres de jeûne. Donc voilà, tu peux jeûner classiquement, on va dire, c'est 12 heures parce que tu as passé ta nuit. Bon, il y en a qui dînent très tard. Après, tu peux faire des fenêtres de 14 heures, de 16 heures. Enfin, il y a vraiment. C'est très personne dépendant, encore une fois. Il y a la théorie, mais la théorie, elle est vraiment là pour essayer de guider. Ce qu'il faut, c'est tester. Il faut tester Hmm. les choses. Il y a des gens Ok. qui ne vont pas supporter de faire du jeûne intermittent. Ouais, non, mais je le vois totalement et moi je le fais quand, bah, je j'ai pas d'entraînement le matin, que je vais au travail. Par Ouais. exemple, ça marche bien. Mm. Donc peut-être, tu conseilles peut-être le tester en vacances, notamment quand on a le temps. Ouais, ou même tes jours de repos, ton week-end, Oui. t'as pas de... Déjà, tu dois pas aller au travail et t'as pas de risque voilà, de te sentir mal au boulot. Ou... Mais cela dit, un jeûne intermittent, c'est pas... Voilà, on n'est pas dans l'extrême, hein. Tout le monde peut passer 16 heures sans manger. Mais Oui. effectivement, ça se teste. Ça se teste surtout si vous voulez aller faire des grosses séances derrière. Voilà. Après, c'est encore une logique. C'est-à-dire que si tu fais ton jeûne intermittent, mais que la veille au soir ou même le midi, ton repas, c'était pas qualitatif, bah forcément, hein, tu vas pas te sentir bien sur ta séance. C'est-à-dire que Mmh. pour que ce soit vraiment global, tu réfléchis à la manière dont tu t'es alimenté la veille. Bah, si tu as été, voilà, tu as fait ce qu'il fallait, faire un jeûne intermittent, tu peux t'entraîner sans problème, hein. Par contre, c'est effectivement, si la veille, tu étais en soirée, tu as bu quelques verres et puis tes apports, c'était du fromage à raclette, là, faut peut-être se dire que tu auras besoin d'un peu de vitamines ce matin, quoi. J'ai bien fait de petit déjeuner ce matin avant l'interview alors. Je dirais pas mon Et là, moi, ça fait 2 jours que j'ai fait une petite raclette. C'est la saison, on a le droit, hein. Évidemment. Non, mais je rigole, mais c'est vrai que c'est très intéressant et moi, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place, en tout cas de mon côté aussi, donc bon, je tiendrai au courant les gens, on sait jamais, peut-être Ouais, que ouais, j'y arriverai un jour. tester et puis partager un peu ces expériences. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais moi, j'adore ça, hein, quand je vois les gens qui partagent et tout, tous leurs tests, je trouve ça hyper intéressant. Bon, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu nous as dit pendant, l'AMREP tout à l'heure. Je passe un peu du coq à l'âne, on a fait une petite, transition, nutrition parce que j'aime bien de ça d'en parler de temps en temps. Mais, là, je voulais reparler avec, l'athlète que tu et que tu es toujours, j'allais dire que tu as été, mais que tu es toujours évidemment. Et J'essaie, notamment j'essaie. le fait bah, attends, il y a un Agrox de Bordeaux à débriefer après, je peux te dire que tu es toujours une athlète, hein, ça c'est clair. Mais, plus sérieusement, hem tu disais tout à l'heure que tu as arrêté d'essayer de gagner ta vie en tant que sportive Ouais, parce que c'était trop stressant. ouais. J'aimerais un peu avoir ton retour d'expérience. Pourquoi c'est trop stressant? C'est cette recherche toujours de sponsors, de gens qui peuvent te soutenir, qui vont te soutenir à moi et puis finalement ça va s'arrêter? C'est un peu ça? C'est ça qui te Ouais, stressait ouais. énormément? C'est vrai que j'en discutais récemment avec un ancien joueur pro du PSG OK. et aujourd'hui il a arrêté bah, du coup le sport parce que voilà sa carrière est terminée et puis on sait que les carrières de footballeurs c'est assez court et il fait plus du tout de sport et, euh, et c'est vrai qu'en fait quand tu es athlète pro t'es pas dans le t'es pas faut que t'aimes ton sport, c'est sûr, mais c'est pas ta priorité, t'es pas dans le plaisir. Mmh. Là, ce qu'il faut, c'est que tu fasses rentrer de l'argent. En fait, c'est ton métier, tu fais ça pour vivre. Quand tu es un athlète amateur, tu fais ça parce que tu aimes la performance, tu aimes te dépasser, mais tu sais que tu as un travail et que l'argent va rentrer. Il y a une vraie pression de performance, c'est-à-dire que moi, par exemple, dans l'OCR, parce que c'était quand je faisais de l'OCR, hein, enfin, Mmh. je faisais exclusivement de l'OCR. Dans l'OCR, euh, les cash price, faut s'accrocher, hein. En Mmh. France, tu pourrais pas gagner ta vie, c'est sûr. Mmh.
J'allais beaucoup concourir à l'époque aux Émirats en Asie. Là, il y avait des bons prize money. Et en fait, tu as une obligation de performance. C'est-à-dire que tu as une obligation tu réfléchis, tu te dis pas ah ouais c'est cool là j'ai envie d'aller en Suède parce que c'est beau parce que non euh, est-ce que je peux gagner, est-ce que je peux prendre l'argent. Euh, voilà, est-ce que c'est une compétition qui correspond à mes qualités physiques et quel est le plateau d'athlètes qui va être présent. Voilà. Donc c'est toute une réflexion. Et est-ce que financièrement ça vaut le coup que je fasse le déplacement, est-ce qu'au final je vais récupérer suffisamment d'argent. Euh, donc en fait c'est vraiment c'est pas plaisant, c'est pas plaisant, tu vois, quand tu Mmh. fais le non mais Non, non, mais je vois. c'est En fait, tu te retrouves à faire des calculs d'apothicaire tout le temps, en fait. au niveau des sponsors sur l'OCR, des partenariats en marque, ça paye pas, hein. C'est Ouais. très peu d'athlètes, en fait il y a très peu d'athlètes qui sont professionnels dans le monde de l'OCR. En tout cas en Europe il y en a quasiment pas, je veux pas dire de bêtises mais je pense qu'il y en a quasiment pas. Aux États-Unis il y en a. Euh, on a des athlètes, nous Français, en OCR, qui sont, pour pas le citer, mais Greg Basilico, qui est notre meilleur Français, qui lui rafle tous les championnats Europe, monde, et là, à chaque fois, il peut se prendre un billet de 20 000. Mais Mmh. c'est des courses qui sont très spécifiques, très particulières, et il faut être le meilleur mondial. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un qui prend 20 000. Mmh. Donc, ouais, je l'ai fait, mais c'était vraiment... Après, perdre, j'aime pas. Mais là, quand tu sais que c'est ton équilibre financier qui dépend de ton pied sur le podium ou pas, moi, là, cette année, j'ai fait pas mal de quatrième place. J'en ai fait une petite blague, c'était la malédiction de la médaille en chocolat, tu vois. Ouais. Enfin, quand tu fais une quatrième place et qu'il y a de l'argent que pour les trois premiers et que c'est de ça dont tu vis, tu t'en rigoles pas du tout, quoi. Donc, Ah ouais. voilà, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment l'aspect financier quand vous êtes dans des sports qui sont des sports un peu niches ou des sports qui payent pas énormément. Mmh. C'est presque mission impossible. Ouais, mais tu vois, c'est bien d'avoir ce discours-là parce que on s'en rend pas compte et puis là même quand tu vois le prix du voyage, en ce moment tout a augmenté, c'est Mm. devenu infernal, l'avion, les hôtels et tout. Bon, sur des voyages en Asie, je pense que tu peux vite aller jusqu'à lâcher 1 000 € pour aller là-bas, ne serait-ce que pour la compétition. Tu y vas, tu prends la 4e place, tu es à ça de te Ouais. pouvoir être rentable. Bon, Et dur. c'est vrai Je qu'à pense que mentalement, c'est dur. à cette époque, j'étais pas mal, j'étais beaucoup entre la Russie les Émirats. Et donc, ça Mmh. me permettait vraiment, tu vois, tous les vols de Russie vers les Émirats sont très peu chers. Et Mmh. après les Émirats, tu rayonnes facilement en Asie, en Chine, pour des prix qui sont plus compétitifs que depuis l'Europe, c'est sûr. Mais ben, ça restait une logistique vraiment, ça reste en fait, c'est tout le temps dans ton esprit. Tu fais pas une compétition parce que tu as envie de la faire, parce que ça te plaît. Tu vas, tu demandes à leur gars, quoi. Parce qu'en plus, c'est ça qu'il faut faire, c'est chercher les compètes où il y a de l'argent. Parce qu'en OCR, aujourd'hui, ils sont un peu plus transparents, ils annoncent un peu plus les prix. Parce que, mais moi, ça devait être en 2018, donc c'était l'année avant Covid. Euh, il fallait écrire à leurs gars, leur dire bon les gars, c'est quoi, tu vois, c'est presque la démarche en plus, elle est un peu malaisante parce que Ouais. bon, moi je veux bien venir, mais il y a quoi à gagner quoi. Ouais, je vois. Oui, ça fait un peu, rat de, C'est ça, «Bon allez, vas-y, moi je viens, mais que si vous filez vraiment de l'argent, quoi». ça paye. C'est ça exactement. Donc bon, non maintenant, puis pour nos athlètes Irox aujourd'hui, bon l'Irox a vraiment pris vraiment un boom ces 2 dernières Exceptionnel. années. Depuis que c'est sorti en France, c'est vraiment, ça a explosé. Mmh. Donc les sponsors, les marques, maintenant, se sont vraiment mises dedans. Il y a vraiment la possibilité d'être un athlète pro avec le soutien des sponsors parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'argent sur Mmh. les compètes régulières, hein. Tu gagnes un Irox overall à Bordeaux, tu as un drapeau et un scratch comme tout le monde, hein. Mmh. Donc là, c'est bien quand les sports comme ça se développent. C'est vrai que maintenant les sponsors sortent de l'argent. Mmh. Mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde.
Et c'est difficile d'arriver à vendre son image à une marque. Encore une fois, c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois, puis je le dis beaucoup, mais pour les femmes, c'est encore plus difficile parce que c'est pas les femmes qu'on met en priorité Mm. en avant. Voilà. Surtout sur un sport qui est un peu comme ça, assez brutal, faut déplacer des charges qui sont lourdes, c'est pas très féminin, donc on va chercher des mecs en sueur, mais les femmes, c'est moins, ça change, mais c'est quand même moins celles-ci qu'on va Mm. aller sponsoriser, quoi. Ouais, et puis, comme je dis souvent, moi, quand je discute sponsoring avec des gens, la mise en avant des athlètes hommes Aerox, elle est facile quand tu vois un sled rempli de piles de choses. Mhm. Déjà, rien que là, c'est impressionnant. Donc, et le mec ne peut absolument pas avancer, hein. Sur une photo, ça se voit pas, hein. Mais, Bien sûr. mais, mais rien que la pile fait que bah, déjà, c'est impressionnant pour les gens qui connaissent pas. Non, mais c'est bien d'en parler. Je suis content d'avoir fait ce petit volet-là avec toi. Et puis, un autre truc aussi que tu précises pas, mine de rien, quand tu as une rentabilité, enfin, ou en tout cas un sponsor qui arrive, ah, c'est plus facile après pour toi de te décharger mentalement aussi, parce qu'on n'en parle pas. Tu parles du stress, mais c'est vrai que la charge mentale que ça rajoute à un sportif en plus de ça, ne serait-ce qu'organiser ses voyages, tout ça, Mhm. si des fois la marque elle peut aider sur ces points-là, bah, ça là c'est royal, comme on dit. C'est sûr. C'est royal. Bon, on va s'attaquer un peu à moi ce qui m'intéresse réellement, parce que je t'ai pas fait venir pour rien. La débrief de l'Aerox de Bordeaux. Tu y allais avec des ambitions, des grosses ambitions, si je dis pas de bêtises, puisque il me semble qu'il fallait aller chercher, chatouiller, ou en tout cas dépasser un record personnel qui avait eu lieu d'ailleurs à Bordeaux il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'on est sur une mission accomplie, Angélique? Arrêtons le suspense. Il y avait trois objectifs Ok, précis. Je voulais cocher les trois, je voulais au moins en cocher un. Il ouais, faut savoir que c'était le week-end du 22 novembre. Je suis née le 22 novembre. C'était le week-end de waouh, mon anniversaire. Bordeaux, c'est la région familiale. Alors moi, enfin, mes parents sont originaires de Charente-Maritime. Donc voilà, tout le monde est descendu. Mes parents, mon oncle et ma tante, mes neveux, mes nièces, mes deux waouh. sœurs, la cousine. Il y avait toute la famille Chetano à Bordeaux. Donc, en plus d'avoir mes trois objectifs, j'avais aussi la pression de bien faire devant la famille. Tu vois, c'est une pression qui est positive, hein, mais tu as Oui, l'envie encore plus d'aller chercher quelque chose. Donc, je voulais battre mon record solo pro parce que l'année dernière, j'ai fait beaucoup de duos avec ma sœur Sandra, duo pro. Donc, mon dernier solo pro datait de Bordeaux, avril 2024, du coup. Et j'avais fait 1h14, ce qui était mon précédent record. Voilà. ouais, J'avais envie de monter sur la boîte, de faire un podium, un top 3. Ça, c'était vraiment. Et j'avais envie de prendre une qualif pour les championnats du monde, forcément. ouais, Parce que là, on est en début de évidemment. saison. Une fois que tu as ta qualif, tu peux tester des trucs. Voilà, tu as ta qualif, tu peux tester des trucs sur les autres sans pression. Parce Tu qu'après, au bout m'étonnes. d'un moment, quand le calendrier avance et puis que tu es à 2 mois de la compète, tu n'as toujours pas pris ta qualif, tu commences à avoir des sueurs. Tu m'étonnes. J'ai coché la case du PR parce que j'ai fait 1h10 59. Donc je suis vraiment très contente, vraiment très 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 contente, je peux le dire. J'ai coché la case du podium parce que je fais troisième dans ma caté. Ouais. C'est pareil, je suis très contente. Et du coup, il y avait 3 spots pour les qualifs. Donc j'ai pris ma place pour les championnats du monde. Tac, 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 c'est coché. Et en plus de ça, j'ai fait le show pour la famille. Voilà, et j'ai très bien vécu ma course. C'est ça qui est hyper important, Ah, génial. c'est qu'en fait, j'ai été très bien préparée. J'avais un peu de stress, mais finalement, je savais ce que j'avais dans les jambes. Le seul facteur un peu, celui qui me faisait peur, c'était le sled, parce que depuis qu'ils ont changé le matériel, les tapis, on sait que le ressenti est quand même beaucoup plus difficile. Mm. Il y a eu pas mal de petits accros sur des lignes qui glissent un peu mieux que d'autres. Donc, tu as toujours un peu le facteur chance qui rentre en compte. Donc, je t'avoue que j'étais un peu. C'était le sled. Le sled me fait peur. Parce que si tu te casses les jambes dès le deuxième atelier, la course est compliquée, quoi. Donc, Mm. c'était quelque chose que je voulais essayer de bien gérer. Une fois qu'il est passé, je me suis dit, allez, vas-y, ça va, ça déroule là.
Donc c'était vraiment très cool, j'ai beaucoup aimé. Ah mais ça, moi je trouve ça génial, tu vois? On en parlait au début en rigolant, mais c'est vrai qu'une fois que toi tu as passé le ski et le sled, qui d'ailleurs aujourd'hui est la chose qui fait le plus peur, j'ai l'impression, à beaucoup de gens, notamment avec ce que t'expliquais, ces histoires de tapis qui accrochent un peu plus que d'autres en fonction des lignes. En fait, ta course, elle est all-in, quoi. Après, c'est tranquille, tu Ouais, ouais, poses le cerveau d'un côté et puis tu sais que ça va le faire le taf, quoi. Tu tu quasiment même plus à réfléchir finalement. ouais, ouais, non, et puis en plus, c'est vrai que quand tu as passé, tu me demandais l'atelier qui te faisait le plus peur. C'est vrai que quand les gens, c'est les burpees broad jump, c'est que le quatrième, quoi. Donc Ouais. jusqu'au quatrième, tu es encore en train de te dire dans ta tête, putain, mais il y a ça qui va passer, là, et comment ça va. Là, dès le deuxième, tu es libéré un peu. Le reste, c'est pas facile, hein. Mais au moins, Oui. ta bête noire, elle est passée. Du coup, tu te dis, bah maintenant, voilà, il faut juste dérouler, faire ce que je sais faire, et Ouais. puis normalement, ça va le faire. Après, il y a Ouais, toujours et puis des surprises, hein, mais ouais. Mais tu sais, tu as toute cette gestion du cerveau, enfin, c'est peut-être bête, mais comme tu dis, si on prend les burpees qui sont à 4, tu as 4 stations, 4 runs où ça tergiverse dans ton cerveau. Tu te dis: «Il faut que je m'économise pour ça parce que sinon je vais péter» et c'est ça. finalement, tu vas peut-être ralentir sur ceux d'avant, là où tu aurais pu gagner du temps si, tu étais libéré dès la deuxième ou troisième station, quoi. Exactement. Donc Donc c'est effectivement, vrai ça que c'est je suis contente d'avoir une peur bleue du sled push. Comme ça, le reste, je me dis, c'est moins pire. Tu vois. Faut choisir ses ennemis. exactement, exactement. Moi, je crois qu'en Aerox, à part le Farmer Carry, j'ai pas beaucoup d'amis, donc j'ai beaucoup de stations où je stresse. Ouais, cela dit, les 100 wall ball mettent toujours une claque, mais c'est le dernier de toute façon, donc bon, t'y es, quoi. Là, Et j'ai une question parce que là, je sais que c'est la grande mode cette année avec, Red Bull qui est venu sponsoriser les 100 Wall Ball Unbroken. mm, mm. Nous, Angie, de notre côté, on en est où là sur les 100 Wall Ball Unbroken? On n'y est pas loin? On peut le Alors, faire? Ça se vise ou pas? franchement, je vais te dire, à l'entraînement, je sens que je m'en rapproche. Ouais, on parle de la charge pro toujours, hein, d'accord? Ouais, bien sûr. Parce que là, pendant le relais, à 4 kilos, c'était moi qui étais au wall ball, je l'ai rempli. J'ai fait mes 100 wall ball unbroken à 4 kilos. Donc ça, coché. Mais encore une fois, bon, on est d'accord, c'est pendant un relais, donc c'est pas Ouais. la même course, et c'est à 4 kilos. À 6 kilos, donc la charge pro, à l'entraînement, je me sens de mieux en mieux sur mes wall balls. Aussi parce que j'ai une prog à côté, j'ai une amie Laurée, qui est une athlète, c'est une gymnaste Mmh. de grande, grande qualité. Je sais pas si tu connais cette compète, ça s'appelle la Grid League. C'est une compète. Oui, Ouais, bien voilà. sûr. C'est une athlète, elle est roumaine, mais elle vit aux Émirats. Et D'accord. lui ont demandé de participer à cette compète. C'est une gymnaste de dingue. Et donc, elle me fait une petite prog. Je fais pas du tout de crossfit, mais j'aime bien avoir coché des cases. Donc, elle me fait une petite prog pour tout ce qui est amélioration de mes tractions, tu vois, pull-up, toast to bar, handstand walk, des choses comme ça. Et donc, je suis en plus cette petite prog que je trouve ludique, parce que j'aime quand même m'amuser toujours dans ma pratique. Et c'est vrai que l'Irox, c'est toujours la même chose, tu vois. Donc ça me change un petit peu des choses habituelles. Et ça a vraiment renforcé mes épaules. Je sens vraiment que je Mmh. suis plus à l'aise sur les charges. J'arrive vraiment à encaisser je sais pas moi, 6 fois 40 wall ball, et après 20 thrusters, enfin des choses un peu comme ça qui me paraissaient compliquées avant. Et donc, quand j'arrive sur la course, je me dis toujours, ah, là, tu vois, mais en fait, non, toujours pas. Je suis toujours en galère sur là, tu vois, tout ce teasing, voilà, tout ce teaser pour au final te dire que j'en suis encore très très loin. Là, ma stratégie sur Mmh. Bordeaux, ça a été 10 fois 10. 10 fois 10, OK. Cela dit, j'ai fait mon meilleur chrono, hein. J'ai fait mon meilleur Beh, oui. chrono au wall ball. Mais j'arrive, et puis même au début de la course, je me dis, ah, là, cette fois, là, les wall balls, tu vas te. Et là, je passe l'arche et je me dis, Du sois sérieuse, Angélique, pas de conneries, tu coupes tranquille. Donc, non, alors je suis par très, contre pour très loin du 100 ball unbroken en charge pro. je comprends totalement. J'ai Non, mais quand ça même ça très envie, ça m'a donné vraiment envie, en fait, ce ah challenge. C'est vrai que, sans compter du fait que ce soit Red Bull et tout, mais
Je trouve c'est bien qu'ils mettent des petits challenges annexes comme Je ça. suis d'accord. Je trouve Ouais, je suis d'accord. ils devraient faire ça, tu vois, ils devraient même faire un truc comme ça pour chaque atelier. Qu'il y ait Ouais, un truc, parce que il y a des gens sur 8 stations, sur l'effort global qui reste un effort long, ce sera jamais des machines. mmh, Honnêtement, t'as beau t'entraîner, mais ponctuellement, sur une petite station, tu as un challenge. Ils devraient faire un truc sur chaque station, je ça suis crée d'accord. une compétition, c'est pas mal. Je suis d'accord avec toi, des espèces de petites side quests Ouais, comme on dit pour exactement. mes amis geeks. Exactement. Mais ouais, des petites quêtes secondaires là, à aller chercher des trucs. Je trouve que c'est le principe, il est génial et vraiment c'était bien trouvé. Ouais. Euh, Donc autre, j'irai un jour, un jour. On ouais. fera un podcast, je te dirai, je l'ai fait. Ah bah, le jour où tu le fais, moi je t'appelle, hein. On fait le podcast, hein. J'y arriverai. On fera, on fera 15 minutes, on s'en fout, mais on débriefe les 100 vol ball. Rien à foutre. Non, plus sérieusement, tu disais que 10 par 10, c'était très bien et que tu as fait ton meilleur score. Moi, ça m'étonne pas, parce que c'est souvent quelque chose qu'on dit en CrossFit. Notamment, il y a un très grand CrossFitter qui est là depuis longtemps, qui s'appelle Yuan Jikor, qui est particulièrement sur des trucs un peu longs, où il fait toujours ça. Il y a des mecs qui vont arriver, ils vont s'envoyer 25 répétitions d'un coup, et lui, il va tenir 9, 9, 9, tu vois, par exemple. Et finalement, il finit toujours devant. Et ça, en fait, tenir un rythme de 10-10 constant, très rapide, des fois, c'est plus efficace que de s'envoyer 35 wall balls et après Exactement. respirer pendant 40 secondes, quoi. Après, c'est encore une chose, tu vois, c'est des choses que je vais tester maintenant sur la saison parce que j'ai ma qualif, donc je peux me Mm, permettre de tester. Mais c'est vrai que c'est confortable. Moi, j'étais partie du principe, je reste dans quelque chose de confortable. J'en fais 10, je fais une pause dans ma tête de 5 secondes, 10, 5, et à chaque fois, je reprends, je m'oblige à reprendre en systématique. T'en balances 35, où tu vas jusqu'à ta limite, ouais, t'en as fait 45, tu te dis, ah, c'est cool, il m'en reste plus que 55, mais tu mets 45 secondes, une minute à récupérer, quoi. exactement. Et après, du coup, tu n'es plus capable d'envoyer plus que des 5, 5, 5, 2. Tu vois, Ouais, il ça, faut c'est faire le le pire. calcul. Mais c'est à tester, c'est des choses qui se testent une fois qui se testent à l'entraînement, Ouais. bien sûr, mais en compétition, c'est toujours très différent. Donc une fois que tu as ta qualification, c'est pour ça que les athlètes, parfois, tu les vois, même les champions élites, hein, ils savent qu'ils sont qualifiés, ils testent des trucs. Parfois, c'est un gros flop, mais il faut qu'ils testent pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qu'est-ce qui est le Mm. plus efficace, quoi. Pour les amis coureurs qui écouteraient ce podcast, c'est un peu comme quand on teste des gels. Tester des nouvelles amplitudes de répétition, des nouvelles choses, bah, des fois, on peut le payer cash du Ouais. jour au lendemain sans savoir pourquoi. Donc, il faut tester. Mais à la différence des gels, les gels, tu pourras toujours faut les tester hors compétition parce que la réaction de ton organisme normalement, bon, quoique. Mais en gros, il y a des choses que tu peux tester à l'entraînement, et il y a des choses tu vas être trop obligé de les tester Ouais, en en compétition. compète. Mm. Parce que c'est vrai que la compète c'est vraiment très différent du cadre tranquille, sans pression, à la boxe du coin ou à la maison, quoi. Ouais, non, mais c'est bien, tu as raison de le préciser parce que c'est vrai que quand je disais ça, c'était pour faire une analogie avec la course à pied, mais c'est vrai que tu as raison de le préciser. Vous, c'est mieux de le tester en compétition parce que le format Aerox, finalement, comme on le connaît tous, à l'entraînement, on le pratique que très peu. C'est très rare que tu t'envoies un Aerox tout seul gentiment dans ta box et puis t'as pas le contexte autour, t'as pas les juges, t'as pas tout ça. Donc effectivement, c'est bien de le préciser, de le gérer aussi en direct. Ouais. Bon, là, on a tout coché, ce que tu voulais pour l'Aerox Bordeaux. C'est quoi le reste des objectifs de la saison? Parce que là, tu as coché beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a encore des trucs à aller chercher? Ouais, bien sûr, parce que moi, vraiment, là, en commençant l'année, je m'étais mis un objectif principal, c'est de passer sous les 1h10, forcément en pro. Donc voilà. Et là, c'est vrai que, tu sais, tu as des doutes un peu parfois parce que les années passent, j'ai plus 25 ans, hein, donc Mmh. je fais partie un peu des vieilles de l'Irox quand même, tu vois. Et il y a des choses que tu te dis, pff, ouais, non, finalement, c'est pas pour moi. Il y a parfois, il y a tu t'entraînes ou parfois tu fais des compétitions où tu contre-performes et tu te dis, ça, je le toucherai jamais du doigt en fait. Voilà, faut que j'oublie. Et là, vraiment, cette compétition à Bordeaux, ça m'a juste sorti le déclic du ouais, tu l'as, il est là. Le moins d'1h10, il va, là, faut continuer à bosser comme ça, mais le moins d'1h10, il arrive là. Donc c'est vraiment mon objectif principal.
Après, je vais quand même, cette saison, j'ai envie de refaire du duo pro avec ma sœur parce que en, à Nice, au championnat du monde à Nice, on fait troisième avec ma sœur. L'année dernière, c'était à Chicago, on est passé à Mm. côté. Ma sœur avait une grosse blessure à l'ischio. Là, on est encore dans la catégorie, un peu avec les catégories d'âge, ils ont diminué parce que nous, à Nice, c'était du 40-49. D'accord. C'était assez large. C'est passé en. Ils ont recoupé là, c'est passé en 40-44, 45-49. Ok. Donc là, quand on va passer clairement en 45-49, ce qui sera l'année prochaine, hein, enfin, quand ma sœur va prendre un an de plus en août, là, voilà, et moi, quand je prendrai encore un an de plus, mais dans un an maintenant, on va passer en 40-49, là, on va être à nouveau très compétitif, je pense. Là, en 40-44, avec le développement des élites 15, parce que maintenant, c'est la course à la qualif pour rentrer dans les élites 15, on est moins compétitive que ce qu'on était à Nice. Mm. Donc j'ai envie d'en refaire parce que j'adore faire avec elle. Est-ce qu'on a envie de se qualifier pour les mondes? Je suis pas sûre. Je pense qu'on va partir sur du solo toutes les deux cette année. Donc pour moi, c'est prendre du plaisir, voilà, continuer à faire des bons chronos, des podiums avec ma sœur. Je vais me tenter un petit peu sur du mixte aussi, je disais, parce que Mm. le mixte, j'ai jamais eu un partenaire qui m'a vraiment mis dans le mal. J'ai toujours eu un partenaire, soit j'étais, on va pas meilleur, c'est pas le mot, mais j'étais pas en difficulté parce que c'est pas quelqu'un qui courait plus fort que moi, ou au final on se retrouvait, on était assez équilibré. Donc là, j'aimerais trouver un partenaire masculin qui m'emmène dans une caté d'âge où je pourrais être compétitive et qui à la fois où je vais vraiment en chier, hein, on peut le dire. Donc j'aimerais bien trouver ça, tester ça sur du mixte. Et après, là, surtout cette année, j'ai envie d'améliorer ce chrono en solo. C'est vraiment un truc qui me. J'aimerais faire mes championnats du monde avec un chrono qui est sous les 1h10, ça c'est sûr. Moi, comme partenaire, je te propose, parce que je l'ai eu il y a pas longtemps, Quentin Garel. Voilà. Là, t'es allé chercher quelqu'un qui va devoir. Faudrait me mettre, tu sais, comme dans certaines compétitions, t'as des Des limites. cordes. Ça, là, s'ils me prennent, si, Ah, mais tu m'as dit quelqu'un qui te challenge, Quentin, il fonce. ouais, ouais, il est très très impressionnant. Là, tu m'as Ouais. choisi le haut du Ah bah, panier, quoi. moi, je fais dans ceux qui arrivent, mais tu sais, qui arrivent, mais genre très fort, tu vois. Genre, je prends pas trop de risques sur Toi, les mecs que je tu repère. peux clairement m'emmener à la crise cardiaque, là, hein. Ah non. Ok, bon, on va revoir les plans, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Mais Non, Guillaume Levoix. ah, mais lui aussi, il est incroyable, il est incroyable. Non, non, c'est sûr. Il y Bon, en a bah, un gros niveau masculin, ça a pas mal explosé là. Il y a ah vraiment, ouais, c'est super intéressant parce que on a toujours Geoffrey Voisin d'ailleurs que je salue parce que c'est voilà, le Geoffrey, dieu, c'est le boss. athlète Irox en plus avec un cœur énorme. C'est aussi au-delà d'être un super athlète, c'est aussi une personne vraiment vraiment humble, incroyable. Et lui, pour le coup, qui amène beaucoup de monde hein, sur l'Irox. Tu vois, il n'est pas que en recherche de performance, c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup partager. Donc on a vraiment Ouais. cette même état d'esprit tous les deux. Mais maintenant, il y a en plus de Geoffrey énormément d'athlètes masculins français qui montent, hein, qui sont excellents. C'est génial à voir, c'est génial à regarder, hein. Ouais, ouais. En masculin, il y a eu une grosse arrivée de compétiteurs français. Je pense que c'est un peu partout dans le monde, hein. On voit Et beaucoup de gens de la scène changer, hein. j'oublie pas les femmes, hein, bien sûr, c'est qu'on parlait de mixte, donc je cherche Ouais. un athlète masculin, mais chez les femmes, nos françaises aussi, hein, Ouais. il y a des sacrées machines de guerre, hein. Ah ouais, ouais. En plus de Jézabel, il y a Anka là, qui est vraiment, Oui, elle fait des An- super perfs, hein. Anka est impressionnante. Je sais que Mevena essaye de partir plus ou moins un peu en solo pour l'instant aussi. Ouais, elle Euh, est surtout très, très impressionnante sur les mix, bah, forcément avec, son compagnon et puis, ouais, là justement elles font du double avec, Anne-Caroline et ouais. elles sont vraiment aussi, Elles ont explosé Porte de Versailles, si je ouais, me rappelle bien. c'est vraiment C'était très bien la impressionnant. porte de Versailles et il y a Jézabel qui a fait un mix avec, bah, Rebecca Ouais, Ward aussi qui est en solo avec des très, très bons chronos et toutes les 2 elles ont fait je crois, le record du monde, double féminin dans leur caté. ouais. Si. J'ai vu passer Bien, ça ça fait aussi. des belles batailles entre les filles là, Mevena, Anka
Et Jazz Rebecca, ça permet. En fait, ça permet vraiment de tirer le niveau vers le haut, quoi. C'est vrai qu'il y a une compétition, c'est sûr qu'il y a toujours une Oui. compétition, tu as envie d'être devant, mais c'est parce que tu as des compétiteurs qui sont à haut niveau que ça te donne Mm. envie de te pousser comme ça. Donc c'est cool. Clairement. Et on en parlait tout à l'heure aussi au vu des sponsors. Quand tu as une histoire comme ça à raconter, un truc, une rivalité, quelque chose qui se crée, ça aide aussi les athlètes à pouvoir décrocher des sponsors qui veulent potentiellement s'affronter aussi, eux, marketingment parlant. Exactement, Euh, c'est vraiment de l'engouement pour tout le monde, donc c'est positif, c'est que positif que le niveau augmente, c'est sûr. et là, bon, tu as beaucoup parlé de l'Irox, mais en OCR cette année, tu as des objectifs aussi? Eh ben écoute, comme je suis la vieille de l'OCR aussi, donc pour la 10e, 11e année consécutive, je suis dans l'équipe de France Spartan, par exemple. Donc pour moi, bah, voilà, je vais faire certainement les séries françaises et puis la course, les championnats d'Europe sur le format court en Croatie, qui est une course qui est magnifique, Ok. à Var, incroyable. Donc ça, c'est sûr que c'est dans mon calendrier. Et cette année, on reçoit les championnats d'Europe en France. Ce sera à Saint-Raphaël. Ok. Donc pareil, très très belle destination. Donc ça, c'est sûr que j'y serai. Voilà. Et ben voilà, vous savez où retrouver Angélique cette année. Non, si je peux me permettre, on n'a pas Vas-y. parlé du DK. Et le Ah. DK, c'est une compétition qui s'apparente à de l'Irox, hein, mais dans Mhm. une version plus courte et plus légère. Donc Ok. je dirais que c'est des formats qui sont aussi très très accessibles, beaucoup plus explosifs. Ouais. Et ça, c'est des formats qu'on va retrouver en Espagne, au Portugal, en Italie, au Royaume-Uni. Et les championnats du monde, d'ailleurs, sont le week-end prochain, là, je crois, en décembre. Ils sont aux États-Unis, en Californie. J'y étais allée l'année Ok. dernière. C'était vraiment très, très sympa. Bon, j'y serai pas Ok. cette année, parce que j'ai fait un peu d'autres choix, voilà, cette année. Mais il y aura toujours dans mon calendrier des DK auxquels on retrouve Jésabel aussi, hein, qui est d'ailleurs Oui. qui a été championne d'Europe là sur Tenerife. Elle a gagné le championnat espagnol. Euh, voilà, c'est un super format à tester aussi si vous avez l'occasion. C'est vrai qu'il n'y en a pas en France, mais Ouais. c'est très 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 ludique. Pareil, c'est très explosif. C'est du 500 mètres. Ok. Donc voilà, et pour ceux qui aiment pas du tout courir, il y a des formats où t'enchaînes juste les 10 ateliers. Donc c'est aussi pas mal, ça s'appelle le Strong. À tester, je vous le conseille vraiment. C'est une très belle franchise qui est développée par Andrel, c'est l'espagnol. Et il fait ça vraiment, vraiment très bien. Il y a une elite élite aussi. Donc c'est assez sympa, il y a de l'argent un petit peu à prendre, donc allez-y, hein. Ah, ben voilà, le bon plan Angélique, compétition, côté, qu'on connaît moins, effectivement. C'est vrai que c'est des choses. Moi, le DK, j'en avais entendu parler, mais pas plus que ça. Donc, c'est cool que t'en parles. Et bah, franchement, j'irai voir. Tiens, tu sais quoi, je vais aller m'intéresser. Vas-y, En tout cas, bon, bah, merci beaucoup, Angélique. Je je te t'en souhaite le meilleur pour cette année, prie. évidemment. Ouais, ouais, bah, je me le souhaite aussi, donc c'est cool. Tu m'étonnes. Tu vas pas te tirer une balle dans le pied non plus. Mais, euh, mais en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, on se revoit très vite en compétition, évidemment. Ouais, avec grand plaisir. Merci à toi, Allez, merci beaucoup. ciao. Bon, et merci beaucoup à Angie d'avoir participé au podcast. C'était super. J'ai adoré discuter avec elle. On sent la simplicité. On sent d'ailleurs l'OCR un peu pas loin et le côté militaire qui lui a apporté cette rigueur qui lui a permis d'être au top niveau depuis très longtemps. Et ça fait plaisir. Quand on voit encore le niveau qu'elle a sorti à l'Aérox Bordeaux, elle a encore quand même de sacrées capacités pour aller challenger les meilleurs. En tout cas, si ça vous a plu, moi je vous invite à vous abonner aux différentes chaînes de podcast ainsi qu'à l'Instagram de Drop-In. C'est là que vous aurez toute l'actualité du podcast déjà en premier lieu, mais aussi de l'Aérox en France. Donc n'hésitez pas à vous abonner et moi ça me soutient énormément. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, peut-être pour à nouveau 8 km. C'était Quentin dans Drop-In. Razors off, Willie George, Viva la France! Wow! In sixth place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Viva la France for Victor, 100 points! But Mavina Pingliers from France, I mean, that is a serious run right now. JK
getting schooled on how to run fast right now by Team France.